On parle de la victoire du PSG. Le PSG, alors déjà, est-ce qu'on peut parler foot déjà? 32 ans après l'OM, il y a enfin une équipe française. Oui, 93, donc 32 ans. Une équipe française qui gagne la Ligue des Champions. Donc l'OM ne pourra plus dire qu'ils sont les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions. Ils ne pourront plus faire ça. Voilà. Donc j'imagine que c'est un énorme drame. Vous avez dû, les Marseillais, je pense à vous, parce que vous avez dû très mal vivre la soirée d'hier, parce qu'il y avait une de vos phrases préférées que vous avez utilisée pendant 32 ans, faut le dire quand même, pendant 32 ans, que vous ne pourrez plus utiliser. Mais j'ai déjà vu que vous aviez déjà reformulé votre phrase, et c'est à jamais les premiers. Après, si on veut jouer là-dedans, j'ai quand même l'impression que c'était beaucoup plus difficile de gagner la Ligue des Champions 2025 que la Ligue des Champions 93, mais ça a discuté. Je vais parler très vite de foot, après on va parler de politique, parce que je sais que le foot, ça vous intéresse pas. Moi, je n'aime pas le PSG. Je tiens à vous le dire, c'est pour ça que autant je trouvais que j'étais content que les gens soient heureux, autant moi j'arrivais pas à être heureux parce que je m'en fous de cette équipe. Ce n'est pas mon équipe, ce n'est pas une équipe que je supporte. Je les détestais depuis, même en plus avec le rachat du Qatar, je détestais le PSG parce que pour moi c'était vraiment le foot business, absolument la démonstration du foot business. Donc je détestais le PSG. Avant ça, j'avais aucune animosité particulière contre le PSG, mais c'était pas mon équipe. Hein, mais je me rappelle de l'époque avec Louboya, avec Paoletta, avec Sami Traoré, avec comment il s'appelait là ah là là, celui qui avait fait l'aile de pigeon là, volant là, le coup du scorpion, Corridon. Voilà, je crois que c'est Corridon. Voilà, moi c'était ça le PSG à l'époque, hein, on rappelle, Michael Landreau et tout. Mais j'ai envie de dire, sincèrement, quitte à ce que le PSG gagne la Ligue des Champions, je suis très très heureux que ce soit ce PSG là. C'est-à-dire le PSG qui s'est débarrassé de toutes ces grandes restas, c'est-à-dire les Mbappé, les Neymar, les Messi, allez, ça dégage. Un PSG un peu plus homogène. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de resta. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est quand même moins des individualités. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais il y a quand même un budget. Alors oui, c'est sûr, il y a un budget. Mais de toute façon, on est dans une ère pour gagner la Ligue des Champions, faut avoir un budget. Il n'y a aucune équipe. Je crois que la dernière équipe à avoir vraiment fait la surprise en Ligue des Champions, c'est en 2003, c'est le FC Porto. Voilà. Pour moi, c'est la dernière équipe qui a fait la surprise en Ligue des Champions, a gagné la Ligue des Champions alors que c'était totalement inattendu. Et d'ailleurs, c'était contre l'AS Monaco. Donc, ça aurait pu être aussi l'AS Monaco en 2003. Mais depuis, effectivement, il faut avoir un minimum de budget pour gagner la Ligue des Champions. Mais c'est quand même pas l'équipe qui se dégage avec le plus de grandes restas. Moi, j'ai quand même l'impression que le PSG a réussi à convaincre beaucoup de gens sur le style de jeu. Ils ont quand même, je veux dire, en plus, ils ont eu un parcours, c'était assez compliqué. Il y a quand même eu Arsenal, il y a quand même eu Liverpool. Pour moi, Liverpool, c'était mes favoris. Ils se sont quand même débarrassés de grandes équipes. Voilà, pour moi, ils méritent quand même ce titre. Et ils ont mis en place un vrai jeu, quoi. C'est quand même beau à voir. Et en fait, la vraie surprise de cette Ligue des Champions, bah déjà, il y a que le PSG gagne. Mais c'est surtout, moi, le vrai mystère là-dedans, c'est comment l'Inter est arrivé jusque-là. Comment cette équipe est arrivée jusque-là. C'est un scandale. Voilà, merci El Boderico. C'est une catastrophe. Je veux dire, en fait, il y a eu un truc décevant sur la Ligue des Champions, sur cette finale. S'il y a bien un truc décevant, c'est que le niveau était catastrophique pour l'Inter et donc il n'y a pas eu de mystère. C'est un massacre. De bout en bout, ça a été un massacre. Donc, au niveau footballistique, c'était une très belle victoire du PSG, mais le match était plié, quoi. Le match était plié. Donc, au niveau football, voilà, moi, je suis plutôt cool. Je suis très content. En plus, j'aime beaucoup Luis Enrique. Je trouve qu'il respire le foot. Il transpire le foot, sa relation avec les supporters et tout. Donc, je suis très content pour Luis Enrique. Aussi pour le parcours assez difficile. On rappelle, hein, la fille qu'il a perdue en 2019 alors qu'elle avait que 9 ans. Donc, il a eu une traversée du désert. Luis Enrique, il s'est un peu retiré et tout. Donc, moi, je suis très content qu'il ait gagné. Et voilà, et t'as des personnages aussi que moi, je les aime bien, genre Ousmane Dembélé. J'aime beaucoup Ousmane Dembélé, je sais pas pourquoi, mais c'est une personne qui m'est très sympathique. Beaucoup de gens l'ont taillé parce que c'est quelqu'un qui était habituellement très maladroit devant les cages. Et là, je suis content qu'il revienne en force et tout. Donnarumma, pour moi, est monstrueux. Pour moi, c'est peut-être le meilleur goal du monde. Il est incroyable. Voilà, donc je suis très content. Marquinhos, le plus rebeu des Brésiliens. Voilà, il y a plein de gens où je suis... autant j'aime pas le PSG, mais bon, voilà. C'est le PSG qui m'était le plus sympathique. Donc je suis très content qu'ils aient gagné.
Ouais, avec Vara et tout. Non, non, mais franchement, moi je trouve qu'ils ont mérité. On est d'accord que c'était Luis Campos qui était responsable du recrutement. On est d'accord, les gens. C'est bien lui. Il faudra qu'on discute de Luis Campos. Ce gars est une folie. Vous savez que 2016-2017, quand Monaco arrive en demi-finale de la Ligue des Champions et qui gagne le championnat, celui qui était chargé du recrutement et qui a ramené les Bernardo Silva, les Fabinho, les Benjamin Mendy, qu'elle était au sommet de sa carrière et tout, c'est Luis Campos. Et à un moment donné, il faudra qu'on parle du talent de Luis Campos comme recruteur. C'est une dinguerie, ce gars. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la guerre civile qui a suivi cette victoire. Alors, avant qu'on aille sur la guerre civile, parce que, petit point, j'ai l'impression que les fachos, hier, ils ont tout fait pour faire croire qu'on était au début d'une guerre civile. Et moi, j'étais en mode, autant il y a des débordements et tout, comme dans toute festivité, comme dans toute fête populaire. Autant j'étais en mode, les frérots, vous êtes en train de forcer là. Ok, il y a des confrontations avec la police et tout, mais je vois pas où est le début de la guerre civile. Il va falloir se calmer un petit peu. Tu vois, d'un coup, ils mettaient des gens qui montaient sur les abribus. J'étais ok. En plus, c'était un blanc qui avait été un rebeu à monter et tout. J'étais bon. Bah, on va se calmer. C'était un peu le bordel, mais c'était pas non plus le début de la guerre civile. Et on va discuter aussi des analyses de certaines féministes qui parlent de la violence des hommes. Et je vois que c'est le débat sur Twitter en ce moment. Et que certaines féministes sont très remontées sur l'événement d'hier. Et aussi elles sont très critiques sur ceux comme nous, qui avons une critique à l'égard de certaines analyses féministes et notamment sur les masculinités. Donc je vais revenir sur ça et vous verrez, je suis pas là pour clasher ces féministes, juste pour défendre notre point de vue. Mais avant ça, est-ce qu'on peut regarder des images un peu sympas? Est-ce qu'on peut être un peu heureux? Et les gens, il y a tellement peu d'occasions de faire la fête en France, et notamment à Paris, mais en France, est-ce qu'on peut déjà profiter de la fête? Même moi c'est même pas mon club et tout, j'étais en mode, ah, c'est bon, laissez les gens s'amuser un petit peu là. De morts, de blessés, super la fête. Mais c'est terrible, hein. Mais 98, je crois qu'il y a eu 130 blessés et un mort. Donc oui, c'est terrible, les morts. Mais tout le monde dit que 98, c'était une fête extraordinaire. C'est resté dans les mémoires de plein de gens. Donc arrêtez ce truc de, c'est incroyable. Oui. Et malheureusement, il y a eu des morts hier, mais 98, il y avait aussi eu un mort et des centaines de blessés. Donc en fait, j'ai l'impression que les gens oublient comment il y avait aussi de la violence dans le passé, quoi. C'est pas nouveau, c'est pas extraordinaire. 98, pas la même ambiance aussi. Oui, mais le contexte politique n'était pas le même aussi. En 98 et en 2025, je sais pas si vous avez vu, mais il y a la montée du fascisme. Il y a la précarité. Il y a que les gens sont encore plus dans la galère que dans les années 90. Hein. Les flics tapaient autant en 98, je pense pas. Hein. Les gens, on est quand même d'accord que effectivement il y a eu des débordements, mais moi ce que j'ai vu, c'est aussi il y a eu des gens heureux qui faisaient la fête, quoi. Il y a eu des gens heureux qui faisaient la fête, et aussi on va parler d'une chose que refusent de parler beaucoup de gens, que ce soit les fachos ou que ce soit les féministes, le discours politique de nombreux supporters. On a quand même eu des supporters qui ont fait des messages pour Gaza, pour la Palestine, qui ont fait des messages anti-Macron. On a quand même l'impression qu'on oublie un petit peu ça, tu vois. Je suis en mode, ok, on va y revenir, on va y venir. Allez, on regarde déjà les liesses de joie et tout. Moi, ça me fait plaisir, il y a des gens heureux, je suis heureux. La finale se jouait à Munich et les supporters parisiens n'ayant pas pu se rendre sur place se sont rassemblés au Parc des Princes et dans les bars de la capitale pour vibrer ensemble. Les 48 000 fans présents porte d'Auteuil ont laissé exploser leur joie après chaque but. Ça devait être une dinguerie, hein, par contre. Hein. Moi, je suis d'accord qu'il y a un truc extrêmement masculin et je vais y venir après. Parce que moi, je suis pas du tout en mode non, la masculinité n'a rien à voir. Hein. Là, vous avez une vision totalement. Non, on va y venir et tout. Mais par contre, moi, il y a un truc, je suis triste pour les meufs parce que effectivement, c'est des espaces très masculins et c'est difficile d'être une meuf et d'aller là-bas. Même si j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une féminisation. Des groupes de supporters, des ultras et tout, de plus en plus. Alors on est encore très très loin du 50-50. Mais je suis triste pour les meufs parce que c'est quand même des ambiances extraordinaires. Hein. Extraordinaires. Comment le foot, ça
Ça anime, je suis désolé, il y a pas mieux. Il y a pas mieux. Il y avait pas mal de meufs hier, mais moi je suis persuadé que ça se féminise de plus en plus. Mais déjà le foot en lui-même, le monde du foot et tout est de plus en plus féminin. Il y a de plus en plus de meufs qui jouent au foot, c'est de plus en plus accepté, même surtout de la part des mecs, parce qu'en plus ils voient qu'il y a plein de meufs qui sont super fortes et tout. C'est bon quoi. Il y a une féminisation. Je dis pas que c'est parfait, hein, mais il y a une féminisation du foot et tant mieux. Moi, ce que je dis à tout le monde, à chaque fois, vous aimez pas le foot, allez quand même voir un match de foot dans un stade où il y a de l'ambiance. Allez à Geoffroy Guichard, au Vélodrome, au PSG, de plus en plus, ça revient un peu les ultras et tout. Je vous jure, vous aimez pas le foot, allez quand même voir des matchs comme ça. Même si vous regardez pas le match, vous allez kiffer. Vous allez à Geoffroy Guichard, alors là, ça va être difficile parce qu'ils sont en Ligue 2 maintenant. Mais à Geoffroy Guichard, un match Saint-Étienne-Lyon, c'est extraordinaire, hein. Même en s'intéressant pas au foot, hein. Vous pouvez ne pas regarder le foot, regarder les supporters, c'est trop beau. Il n'y avait pas de tribune Auteuil, Boulogne, là c'était tout le parc. Tout le monde était uni, c'était magnifique. Voilà, moi ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai l'impression que les scènes un peu de confrontation, de casse et tout, mettent de côté aussi les instants de bonheur, de joie, de solidarité, de rigolade qu'il y a eu, quoi. On a l'impression qu'il y a eu que des cassures, quoi. Les gens ont fait que casser. Non, il y a quand même des gens qui ont fait la fête. On peut quand même dire que c'était bien. Moi, je suis allé me balader dans la rue et tout, les gens étaient heureux, quoi, c'est sympa. Du pain et des jeux. Ah, s'il vous plaît, moi, ce truc du pain et des jeux. On peut être heureux un petit peu. J'en peux plus des gauchistes. Ils voient des gens heureux se balader dans la rue heureux. Des pains et des jeux. Oui, d'accord, ok, ouais, si tu veux, des pains et des jeux. C'est tellement la galère. On peut avoir des temps pour s'amuser aussi. On peut avoir du temps pour qu'on arrête de nous casser les couilles. Et en plus, on va le voir, les ultra PSG, c'est ceux qui étaient le plus politiques. Donc arrêtez de faire croire que c'est juste des aliénés qui ne pensent plus à la politique, alors que le PSG... Attends, on va le voir, parce que là, ça commence à m'énerver. Mais regardez ce qu'a fait le PSG. Faut quand même le rappeler. Les ultra PSG ont défilé en Allemagne en chantant « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ils sont allés dans le pays le plus sioniste d'Europe pour chanter des chants pro-palestiniens pendant le match de foot. Donc à un moment, c'est bon, vous cassez les couilles avec du pain et des jeux. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez, ça c'est le foot populaire. Les ultra PSG, ils ont été plus basés politiquement que le PS, que Europe Écologie Les Verts et que le PCF. Donc arrêtez de nous casser les couilles. Là, tous vos milieux militants de la gauche molle et tout, même Mediapart, ils ont été plus basés que Mediapart. Voilà ce que c'est les ultras dont vous vous foutez de leur gueule là. Oh, du pain et des jeux, oh, le foot, non. Et je suis pas en train de vous dire que tous les ultras sont de gauche. Au contraire, malheureusement, il y a aussi des ultras d'extrême droite et tout. Mais c'est un enjeu de lutte, hein. Et c'est l'un des espaces d'expression de beaucoup de classes populaires. Moi, ce qui me fascine, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de gars de quartier qui rejoignent par exemple des organisations politiques comme l'AFA Paris Banlieue et tout, ils viennent d'où? Ils viennent du monde du foot. Ils viennent du monde du foot parce que les AFA Paris Banlieue eux-mêmes sont des fans de foot et ils n'ont pas une vision stigmatisante et discriminante du foot. Ils savent que c'est aussi un espace où ils peuvent politiser des gens sur des questions antifascistes. Fin de rencontre, un tifo a été déployé par les supporters du PSG. C'est beau hein, quand même, hein, cet hommage, ce genre d'hommage. Alors pour savoir, c'est que sa fille est morte... je sais plus, Xana, non? Comment elle s'appelait déjà sa fille? Je sais plus. Mais la fille de Luis Enrique est morte en 2019. Elle avait 9 ans. En hommage à Xana, la fille de l'entraîneur Luis Enrique. Voilà, la petite de 9 ans est décédée en 2019 des suites d'une maladie rare. Emmanuel Macron a félicité. C'est horrible, hein, miskin. C'était l'équipe d'un champion, mon frère. Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, mais moi, dans ces moments-là, il m'est sympathique. Je suis désolé. Mais dans ces moments-là, il m'est sympathique. Parce que Macron, déjà, c'est un fan de foot. Après, lui, il est fan de Marseille. T'as envie de dire, frère, à quoi tu joues? Mais t'as l'impression que, tu sais, c'est le blanc qui veut en être champion, mon frère. Je suis sûr, c'est ça. Je suis sûr, il est premier degré. En mode, ah putain, c'est trop la fête. Bon, allez, je suis fan de Marseille, c'est pas grave et tout. Mais champion, mon frère. Tu sais, j'ai un peu un truc comme ça. Les gens sympathiques, ça veut pas dire que je vais voter Macron. Calmez-vous, les gens. C'est une folie. Sympathique, oui, Sam. Macron est sympathique. T'as oublié tout ce qu'il a fait. Les gens, j'ai dit pendant quelques instants sur ça, j'ai une petite sympathie pour lui. Ça reste un ennemi. Arrêtez d'être matrixé, hein. Il sait jouer avec ta sympathie. Je vais pas voter pour lui. Wissam, t'es en train de te faire avoir. Il est en train de jouer avec ta sympathie. Genre, maintenant, allez, c'est bon. Allez, vous savez quoi? Vive Macron. Votez Macron. En marche. Je m'en bats les couilles maintenant. C'est bon, c'est mon frère. Macron, c'est mon frère. Je vote Macron. Vive Macron, bande de grosses merdes.
Ah là là, je vous... Ah, ça m'énerve les gens. Il est en train de t'avoir avec sa sympathie. Et du coup, Kylian Mbappé, tu dois avoir trop la rage. Bah non, laissez-le. Laissez-le, miskin, laissez-le, arrêtez, laissez-le, le pauvre, laissez-le. Pourquoi du déteste? Parce que c'est une grosse tête, quoi. Il a trop pris la grosse tête. Il m'énerve. Incroyable, 5-0. C'était quand même sympa, quoi. Ah merde, ah merde. Ouais, ben voilà ce qu'on aime. Oh. Dites-vous qu'il y a des fachos, ils regardent ça avec une haine et une colère, quoi, une détestation. Ils sont pas bien. Des heurts ont éclaté sur les champs entre supporters et forces de l'ordre, avec des tirs de mortier et de gaz lacrymogène. Moi, je pense que là, dans ces trucs de heurt, il faudra aussi questionner quel était le comportement de la police. Parce que, je veux dire, j'ai l'impression que depuis le début, la police cherche les affrontements. Il y a eu un déploiement policier que je trouve abusé, quoi. Et je me demande aussi à quel point, alors moi je suis pas en train de vous dire qu'il n'y avait pas des gens qui étaient venus pour chercher la confrontation, pour chercher la bagarre et tout, hein. Mais à quel point aussi la police n'a pas cherché elle-même à casser des rebeux et des renois, quoi. Il y a vraiment une gestion de foule qui est catastrophique. J'ai l'impression que dans d'autres pays ça se passe pas comme ça, et pas des pays où ça serait un 100% blanc, hein, parce que les autres vont nous dire ah ouais mais ça c'est des pays parce qu'il n'y a pas de noirs et d'arabes, hein. Ben non, je pense qu'il y a aussi une question de gestion policière, quoi. Comment tu peux aussi attiser les tensions. Voilà la police, voilà. On voit que leur motivation, c'est pas de remettre l'ordre, c'est de casser des gens. C'est vraiment de casser du noir et de l'arabe. Et une marée bleue et rouge, ivre de bonheur. Il y a quand même Messia qui a fait un tweet pour dire que aucune personne d'identité française ne s'intéressait à ce match. Donc il y a Jean Messia qui ressemble à un Égyptien, là, qui ressemble à un rebeu, qui ressemble à un dromadaire. Non, il avait comparé à quoi Bellatar, qui vient dire que les Français comme lui, par exemple, là, comme Michel, 50 ans, Français qui est né en Dordogne, là je sais pas où, au fin fond de la France, et qui est maintenant supporter du PSG, c'est pas un vrai Français. T'as Jean Messia qui a exclu tous les Français blancs qui s'intéressent au PSG, qui s'intéressaient au match, de l'identité française. T'as envie de dire, Messia, reste à ta place. Pour qui tu te prends? Je crois que là, tu fais un excès de zèle un peu trop important. Et il y a quand même pas mal de blancs. C'est assez beauf et barbare, hein. Je dirais c'est majoritairement barbare. Il y a beaucoup de rebeux et de renois. C'est très multiculturel, hein, pour énerver les fachos. Même le métro. Ça, c'est la France qu'on aime. Ça, c'est la France qui fait peur aux fachos, hein. Là, ils sont vraiment pas bien, les fachos. Ils voient ça, ils sont en panique. Mais comment tu peux être aigri en voyant ça? Comment tu peux être énervé? Comment tu peux dire c'est ça la France? Ouais, c'est cool. Tu regardes les Twitter et les fachos, t'as l'impression qu'il y avait que des cassages, que c'était la guerre civile, que tout était cassé, que les gens étaient... il y avait les Noirs et les Arabes étaient descendus pour casser du policier. Il y a quand même eu des bonnes ambiances. Marseille, la douche froide. Attendez, changement d'ambiance, les gens. On va parler de ceux dans le monde qui ont passé la pire soirée de leur vie. C'est parti. Enfin, dans le monde, je vais pas abuser. En France. On dirait qu'on est à Milan. Ah, je vous adore les Marseillais. Je vous adore. C'est vraiment eux, ils ont perdu, quoi. C'est quand même dingue que tu sois dégoûté qu'une autre équipe dans un match où tu n'es pas ait gagné, quoi. Putain, ils ont tous mis le maillot de l'Inter Milan. Vous êtes grave. La pression qui monte là. Là, on s'appelle. Vous avez un problème, les Marseillais. Ce niveau de somme, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal de détester à ce point une équipe, au point de supporter une autre équipe, n'importe laquelle. Il se casse, il peut plus en voir, il se casse. Non, mais voilà, on est fanés. C'est le seul truc qui nous appartenait, c'est la Ligue des Champions. Là, c'est perdu et en plus, il a gagné avec classe, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est ça le problème. C'est que tous les... Oh, c'est horrible, les pauvres Marseillais. C'est vrai qu'ils avaient que la Ligue des Champions. Maintenant, c'est une nouvelle ère, l'OM, hein. Surtout, allez l'OM. Et allez l'OM, à jamais les premiers, on gardera. Et oh, la violence masculine, là. Oh, vous avez entendu?
Les hommes, quoi. On va parler des sujets qui fâchent. Donc, il y a eu les fachos. Les fachos, les gens, on va pas faire 150 minutes dessus. J'ai déjà dit. Ils sont énervés parce que dans tout événement populaire, bah, il y a des heurts. Et malheureusement, je sais qu'il y a eu 2 morts hier, c'est ça. On rappelle qu'en 98, il y a eu 1 mort et 130 blessés. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien sûr, ce serait mieux s'il y avait aucun mort et si tout se passait bien de partout. Mais ne croyez pas qu'il y a un truc de extraordinaire là qui se passe en ce moment là. C'est la première fois à cause des Noirs et des Arabes que c'est une catastrophe et tout. Moi, je pense que aussi le problème, c'est le déploiement policier extraordinaire qui s'est mis en place avec l'idée que le problème, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont occuper l'espace qui ne sont pas légitimes à occuper l'espace. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la tête des flics, dans la tête du gouvernement, dans la tête des fachos? C'est les gars de quartier, les Noirs et les Arabes de quartier populaire descendent sur Paris et ils n'ont pas à être là. Dans leur tête, ils n'ont pas à être là, ils n'ont pas à faire la fête, ça dégage. Ça dégage et la fête, on doit juste faire ouais, c'est génial, on rentre chez nous. Non, ça va pas se passer comme ça. Une fête populaire, ça se passe pas comme ça. Mais avant ça, en fait, moi, il y a un problème, c'est qu'il y a aussi une réaction en mode ah bon, il y a la police, ah bon, on peut pas faire la fête et pas d'occuper l'espace, tu vois, en mode provocation. Vous voulez pas qu'on soit là? Eh ben, on va être là. On va être là et on va montrer notre présence. Moi, le problème, c'est qu'il y a certaines féministes, alors je dis pas toutes les féministes, hein, bien évidemment, certaines féministes qui ont eu comme seule lecture de dire que, eh ben, en fait, c'est la violence des hommes. C'est la violence des hommes et il faudrait faire quelque chose parce que c'est pas normal et tout. Alors, premier point. Il faut pas pour moi, il faut pas nier certains points. C'est tout d'abord que effectivement, ce genre d'événement de fêtes et tout, et surtout quand c'est des défaites, mais aussi quand c'est des victoires, sont aussi des événements qui vont, multiplier les risques de violence, les risques de VSS, les risques de violence des hommes à l'égard des femmes. Ça, c'est un truc qui est vérifié, on le sait tous. Des événements qui multiplient les risques de violence à l'égard des femmes. Il ne faut pas nier aussi, je l'ai déjà dit en début de vidéo, que ce sont des événements, que le foot et ces événements-là sont à très grande majorité masculins et que les démonstrations de joie qui se font notamment en occupant l'espace public sont des démonstrations très masculines où il y a une fête où on met en place sa virilité, que ce soit en criant, en montant sur les toits, en cassant des choses. Voilà, effectivement. Tout ça joue. Même si, encore une fois, je pense qu'il y a de plus en plus une féminisation de tout ça et que de plus en plus de femmes sont intéressées par le foot et aussi participent à ce genre de fête. Mais il ne faut pas nier que c'est un événement qui est très 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 masculin. Et c'est aussi les femmes sont aussi moins acceptées dans ces espaces de fête. Ok, c'est plus mal vu. Par exemple, un gars peut faire n'importe quoi, il peut se mettre torse nu, il peut faire le con, il peut se montrer ridicule, il peut faire ce qu'il veut. Ça sera accepté. Alors qu'une meuf, s'il fait 1/10 de ce que fait le gars, notamment rien qu'en enlevant son t-shirt, elle va beaucoup plus être insultée et beaucoup plus être dénigrée que les hommes. Et moi, je pense que par contre, les gens ont beaucoup de mal à voir des Noirs et des Arabes faire la fête aux Champs-Élysées. C'est pas leur espace d'expression. Voilà, c'est pour ça qu'on met des milliers de flics aux Champs-Élysées parce qu'on est en mode qu'est-ce que vous faites là les Noirs et les Arabes, dégagez, venez faire la fête aux Champs-Élysées, allez, ça dégage, c'est mal vu. Bref, mais je pense aussi que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amertume de la part de beaucoup de femmes et je comprends 100% du fait que les hommes peuvent facilement occuper l'espace public comme ça et faire la fête et tout, alors que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Voilà, et c'est pas anodin qu'on voit plus d'hommes que de femmes. Par contre, je pense que cette critique centrée sur la violence des hommes comme si c'était une classe d'hommes, comme si l'explication c'était simplement ce sont des hommes et ce sont des hommes qui sont violents, autant elle a une part de vérité dans le sens où on a des socialisations masculines, on a des avantages qui nous font qu'on peut plus facilement occuper l'espace public, plus facilement être exubérant dans notre démonstration de joie. Voilà, effectivement, il y a des choses qui sont totalement vraies là-dedans. Mais en même temps, pour moi, ça passe à côté de plein de choses. Avant d'aller plus en détail là-dessus, je voudrais qu'on lise un thread. Je ne l'ai pas lu en entier, mais je pense que ça peut être intéressant pour faire cette discussion et pour expliquer pourquoi, pour moi, il y a
aveuglement, il y a un petit problème dans cette analyse. Et en fait, c'est la critique qu'on a à l'égard des féministes matérialistes qui nous explique qu'en fait, il y a la classe des hommes contre la classe des femmes. Autant elle a un intérêt dans l'analyse parfois abstraite du fonctionnement du patriarcat, de la domination masculine, de certaines spécificités sur la domination des femmes, autant elle bute sur certaines choses et sur la complexité de l'organisation sociale. La principale critique, c'est de dire voilà, la violence des hommes, ils cassent tout, c'est n'importe quoi et tout, comme si en fait il y avait un groupe homogène d'hommes qui ont tout cassé et ne pas voir les conflictualités qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a eu un conflit entre plusieurs groupes, et notamment le plus gros groupe, le gouvernement avec la police et les supporters. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques cette altercation entre, d'un côté, le gouvernement avec toutes ces logiques racistes, on rappelle Retailleau qui a parlé des barbares, et de l'autre côté, le groupe des supporters. Tu peux pas esquiver cette conflictualité en disant « Ah, mais simplement des hommes qui sont violents ». Parce que non, il y a une confrontation à l'intérieur de ce qu'on appelle la classe homme. Il n'y a pas une forte solidarité, il y a une confrontation qui sert d'autres intérêts. Et notamment, l'État et le gouvernement a intérêt à présenter les hommes de classe populaire, en plus noirs et arabes, comme les barbares et donc les plus virilistes, les plus masculinistes, les ennemis des femmes, alors que eux seraient la masculinité, un peu positive, acceptable et tout. Mais on va y revenir. Le fait que ce soit impossible pour des femmes d'émettre la moindre critique sur les rapports des hommes à l'espace public, sur le fait qu'on parle des célébrations populaires pour des événements dont les femmes sont de facto exclues. Alors moi, encore une fois, vous avez, je l'ai dit juste avant, je pense qu'il y a des critiques justes sur la manière dont ces fêtes populaires s'expriment et la composition de ces fêtes populaires, c'est effectivement majorité des hommes. Alors pas n'importe quel homme, les hommes de classe populaire, et la manière de célébrer de ces hommes de classe populaire est très particulière, et on pourrait noter une forme de virilisme dans la manière d'exprimer, dans le comportement, dans l'attitude, dans le fait de casser des choses et tout. Il n'y a pas de souci. Il y a un petit point, c'est que dire que là ce sont les hommes qui s'expriment, c'est oublier que les hommes qui s'expriment, qui ont fait la fête hier, ce n'est pas la masculinité hégémonique. Il faut que vous rentriez ça en tête. Et ça vient pas, des décoloniaux antiféministes ou que sais-je. Ça vient notamment de Raewyn Connell, qui travaille sur la masculinité hégémonique et qui explique qu'on a une mauvaise vision de la masculinité hégémonique. Les gens pensent que la masculinité hégémonique, c'est par exemple le gars surmusclé, très viril, qui a des comportements machistes et tout, qui s'en fout des femmes, qui fait la fête comme ça, qui hurle et tout. Ça, ce n'est pas la masculinité hégémonique. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les hommes qui sont majoritairement dominants. Ça, c'est plutôt une masculinité dominée. Ça ne veut pas dire que cette masculinité ne domine pas des femmes et qu'elle n'est pas dangereuse pour les femmes et qu'elle n'est pas nocive. Mais ce n'est pas la masculinité qui domine les sociétés. Même si on a une évolution avec le retour de figures comme Poutine ou dans une certaine mesure Trump qui veulent remettre au goût du jour cette forme de masculinité là. Mais en attendant, la masculinité pour l'instant qui est hégémonique, c'est plutôt une masculinité à la Macron ou à la Trudeau, très propre sur soi. C'est eux les hommes dominants. C'est pas les hommes de quartier qui sont là avec leurs muscles. Moi je suis un vrai bonhomme, je hurle, je crie. Non, c'est une masculinité très courte sur elle. Très propre sur elle, très mesurée, qui parle, et même si Macron il essaye parfois de faire genre, vous vous rappelez sa photo avec la boxe et tout, mais c'est pas ça qui domine, hein. C'est des masculinités qui même peuvent se prétendre féministes. Donc il faut aussi questionner de qu'est-ce que c'est la masculinité hégémonique, qu'est-ce que c'est, et c'est pas les gars de quartier. C'est pas eux qui dominent. Notamment parce que c'est des Noirs et des Arabes. Et il y a un problème avec les hommes noirs et arabes, c'est que ils ne seront jamais. Même parce que, tu sais, t'as des Trump qui font l'éloge de la virilité, t'as parfois Macron qui va faire l'éloge de la virilité, tu sais, avec son truc de boxe et tout, la photo, tu vas voir Poutine qui va faire l'éloge de la virilité. Le problème, c'est que les Noirs et les Arabes ne seront jamais une bonne illustration de la virilité. Soit ils seront pas assez virils, et on voit parfois il y a des processus de féminisation de certains hommes et tout. On se rappelle que pendant une époque, les hommes d'Orient étaient vus comme un peu plus efféminés et tout, que les hommes d'Occident, soit comme trop virils. Parce que la virilité, la vraie, les gens, c'est pas les gars de quartier. La vraie virilité, dans l'idéal de la virilité, elle sait se contrôler. Elle sait se mesurer.
Sauf que les Noirs et les Arabes, c'est pas de la virilité, c'est de la survirilité. C'est pour ça qu'on va parler pour eux de barbares. C'est des animaux, c'est des sauvages. Ils savent pas se contrôler. Alors qu'un vrai homme viril comme Macron, bah, il sait être viril tout en étant un chef d'État posé, rationnel, qui réfléchit. Ça, c'est le discours, les gens, c'est le discours masculiniste d'extrême droite. T'en as beaucoup. En fait, même dans le discours masculinisme d'extrême droite, t'as des différences de classe. T'as la masculinité qui sait se contrôler, à la Rushdie, et t'as les beaufs. Les beaufs, genre les Andrew Tate. Oui, donc c'est vraiment, il faut voir aussi les différentes variations de virilité et comment les hommes noirs et arabes, cet accès à la virilité est extrêmement difficile. Et l'une des choses qui rend l'accès à une virilité respectable difficile pour les noirs et les arabes, c'est que la virilité, elle sous-entend un homme qui sait se défendre, mais surtout qui sait fonder une famille et qui sait subvenir aux besoins de sa famille. Qui sait, genre, sa femme aurait presque pas besoin de travailler, il peut avoir des enfants, il peut subvenir à leurs besoins, voilà, il a une grande carrière et tout. Ça, c'est un vrai homme, un homme viril, respectable, voilà. Alors que c'est beaucoup plus difficile pour les hommes noirs et arabes. Beaucoup plus difficile. Avec plein de sujets, plein de difficultés, notamment sur le marché du travail. L'image de la virilité comme un homme responsable de sa famille, moi, je ne suis pas pour. Mais c'est l'image de la virilité qui est diffusée partout. C'est un homme viril, c'est quelqu'un qui sait s'occuper de sa femme, qui sait s'occuper de sa famille, qui sait les protéger de manière virile, mais de manière, comment dire, physique, c'est-à-dire les protéger du danger, mais aussi les protéger du besoin économique, qui peut les amener, qui peut leur faire plaisir et tout. C'est aussi ça le truc de la virilité, sur laquelle c'est difficilement accessible pour les hommes noirs et arabes. Il y a un livre, Elliot Libo, Tolly's Corner, Les Noirs au coin de la rue. Les Noirs au coin de la rue, et il étudie les Noirs de quartier de classe populaire, vraiment dans la précarité et tout. Et il est très très important ce livre parce qu'il montre en fait comment les hommes noirs jouent une survirilité, eux-mêmes rejouent cette survirilité, eux-mêmes sont très machistes dans leur attitude et tout, justement parce qu'ils n'ont pas accès à la virilité. Et là, et l'accès à la virilité dans l'imaginaire commun, c'est accès à une famille, accès à une maison. Comme ils savent qu'ils n'ont pas accès à ça, le moyen de compenser, c'est de surjouer le mec viril. L'idée, c'est pas dire « Oh, les pauvres petits hommes noirs et arabes ». Tu vois, il faut pas aller dans le misérabilisme. L'idée, c'est pas de se dire que c'est des pauvres petits bonhommes, mais aussi de comprendre les articulations et les complexités qu'il y a autour de la virilité, qu'il y a autour de la masculinité, et de ne pas voir la classe, les hommes, comme une classe homogène dans laquelle ils seraient tous solidaires. C'est faux. Dans cette classe homme, il y a des hommes qui, pour accéder à la classe supérieure, pour accéder à l'élite, pour accéder à des places de pouvoir, vont dominer d'autres hommes et vont aussi rejeter tous les côtés négatifs de la masculinité sur les hommes noirs et arabes. En gros, on explique que les hommes sont, de par leur socialisation, violents, ils sont machos, ils sont sexistes, ils sont homophobes et tout. Et quelle est la stratégie de la masculinité hégémonique pour garder cette hégémonie et pour être incritiquable? C'est de rejeter tous les côtés négatifs, le sexisme, l'homophobie, le machisme, le virilisme, la violence, l'échec, etc., sur les hommes de classe populaire et en particulier en France et aujourd'hui en Occident, sur les hommes noirs et arabes. Et c'est pour ça qu'il y a tout un discours. Et c'est pour ça que des gouvernements comme Macron et tout vont avoir des Marlène Schiappa ou des fémo-nationalistes de leur côté, parce que ça sert le discours de dire « Ah non, mais en fait, la virilité, le problème du sexisme et tout aujourd'hui, c'est pas les hommes en général. Il y a eu quand même les hommes de classe moyenne, puis en France, il y a des gens qui se sont déconstruits sur ça. Non, le vrai problème, c'est les quartiers. » Ah, le sexisme dans les quartiers. Et c'est pour ça, vous êtes peut-être encore jeune, mais tous les débats sur les tournantes dans les quartiers, le débat sur le voile, le débat sur les mariages forcés, tout est une logique pour dire que, en fait, la virilité, le problème de la virilité et du sexisme et la domination des hommes ne concerne pas tous les hommes. C'est surtout les Noirs et les Arabes, c'est surtout les gars de quartier et en général aussi les classes populaires. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les hommes de classe populaire sont aussi vus comme des hommes défaillants sur les questions d'égalité. Il y a aussi ce très 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 bon livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que je vous conseille d'aller lire. Simon Massey, Discipliner les banlieues, l'éducation à l'égalité des sexes.
Donc il montre comment cette incorporation, cette idée que en fait le sexisme ne concerne plus tous les garçons, mais concerne surtout les garçons de quartier populaire qui seraient beaucoup plus sexistes que les autres en raison de leur culture, en raison de leur éducation, en raison de leur environnement, et ça s'est reproduit dans le monde scolaire. Et même les gens qui vont faire des cours à l'éducation des sexes ont cette image en tête que mais en fait, le sexisme, c'est surtout les Noirs et les Arabes. Donc, allez lire ce livre, cet excellent livre de Simon Massey aux éditions La Dispute. Et d'ailleurs, il montre qu'en fait, c'est vraiment les directeurs d'école et les directeurs et les profs d'école qui eux-mêmes vont se dire « Ah, on a des élèves qui sont quand même très sexistes. Il va falloir qu'on fasse appel à des cours à l'éducation à l'égalité des genres. » Et il y a des gens qui peuvent se dire « Bah oui, Sam, c'est normal. Ils sont confrontés tous les jours à ces élèves. Ils voient bien que ces élèves sont sexistes. » Sauf que Simon Massey, il a aussi fait son étude pas seulement dans les collèges de quartier populaire, dans les EP et tout, il a aussi fait dans les collèges UP. Et en fait, ce qu'il voit, c'est que ils sont tout aussi sexistes, les élèves de lycée UP, de collège UP. Sauf qu'il y a une différente interprétation de leur sexisme. C'est-à-dire que quand c'est des collégiens de classe populaire, ils vont se dire « Ah, c'est leur culture. Ah, c'est l'éducation. Ah, il faut faire quelque chose là parce que ça va pas. » Alors que quand c'est les collégiens de collège UP ou de collège bourgeois, ça va être plutôt en mode « Ah, il a fait une faute, mais c'est pas grave. Il peut se rattraper. Il comprend. C'est une erreur. C'est comme ça. Il va améliorer. C'est juste, il va faire un effort et ça va changer. » Surtout que les garçons de collège UP ou de lycée UP savent très bien répondre aux attentes scolaires. Ils savent ce que les profs veulent entendre. Ils savent ce que les intervenants veulent entendre. Ils savent ce que les directeurs veulent entendre. Et ils s'adaptent totalement. Et donc, même quand ils ont fait des propos sexistes, ils arrivent à négocier avec ça et à répondre aux attentes des professeurs et tout. Alors que les élèves de quartier populaire, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les codes, ils savent moins comment ça fonctionne. Et aussi, ce qui montre, et c'est excellent, moi je vous dis vraiment, allez lire ce livre, il est incroyable. Il montre qu'ils sont aussi conscients du jeu qui est en train de se faire. Ils voient que, en fait, les intervenants et intervenantes de ces cours à l'éducation à l'égalité, ils sont empreints de sexisme et ils voient très bien que, en fait, ils sont vus comme les Noirs et les Arabes violents. Et donc, eux, vu qu'ils sont démunis, vu qu'en plus c'est des cours qui incorporent un cadre très scolaire, c'est-à-dire que c'est même pas une discussion avec les élèves, c'est vous devez donner la bonne réponse. Vous devez vous comporter comme dans une salle de cours. Vous devez être très sage, très courtois, très poli, ne pas parler, lever la main pour intervenir et donner la bonne réponse. Et vu qu'ils sont dépassés sur ces trucs-là, parce que ces cours-là, ils se détestent et c'est là où ils sont nuls, c'est là où ils sont en échec scolaire, le seul moyen qu'ils ont pour se défendre, c'est d'une retourner le stigmate. C'est en mode « Ah bon, tu veux que je sois l'arabe violent ? Tu vas voir, je vais être encore plus violent que tu voulais. Je vais abuser, tu vas voir. Tu veux un arabe violeur ? Je vais surjouer le violeur, tu vas voir. » Et deuxièmement, de faire le bouffon. Quand tu es en position de faiblesse et que tu as devant toi des gens qui te considèrent comme un gars violent et qui te considèrent comme un futur violeur en puissance et qu'en plus, tu es dans un cadre scolaire, et que en plus tu traites de sujets, il le montre très bien, tu traites de sujets qui sont extrêmement tabous, parce que c'est un peu la honte de parler de relations amoureuses avec les copains, de relations sexuelles avec les copains, c'est un peu la honte, tu veux pas perdre la face. Comment tu perds pas la face ? Tu fais le bouffon. Tu fais le bouffon et donc ça entraîne dans un cercle vicieux où, comme ils font le bouffon, comme ils surjouent le truc, et pour les intervenants, ça va être en mode « Ah oui, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. » Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il montre comment il y a une... Il parle de quelque chose qui a été dévoyé, parce qu'il montre que dans les années 70 et dans les années 80, quand ces cours dans ces cours à l'égalité des sexes a été imposé, il a été imposé par des féministes militantes, des féministes matérialistes, des féministes marxistes qui, elles, voyaient le sexisme et le patriarcat comme un système. Et donc pour elles, au début, le but de ces cours, c'était pas d'éduquer les garçons à être meilleurs, c'était de distiller, d'éduquer tous les élèves à qu'est-ce que c'est le patriarcat, qu'est-ce que c'est la domination masculine, comment les structures perpétuent la domination masculine, comment l'État perpétue la domination masculine, comment le mode de production perpétue la domination masculine, comment en fait il y a un enjeu de classe et un enjeu de pouvoir entre tous les hommes et les femmes. Sauf que petit à petit, ça a été dévoyé, ça s'est professionnalisé, il y a eu des questions d'argent, des questions de financement et tout. Et en fait, petit à petit, les intervenants et les intervenantes de maintenant n'ont plus cet aspect militant et sont davantage des gens qui se disent qu'en fait, le sexisme, ça concerne tout le monde, les filles comme les garçons, et qu'en fait, il faut surtout apprendre à tout le monde à respecter l'autre. Il y a un travail à faire sur soi-même et on ne parle plus
des structures. Voilà, l'État n'a plus rien à voir, les institutions n'ont plus rien à voir, le mode de production n'a plus rien à voir. Non, c'est à chacun de nous, et surtout les garçons de classe populaire, de quartier, à changer, à apprendre à respecter la femme. Donc voilà, allez lire ce livre. J'ai fait une longue parenthèse, on revient sur le trade. Pour des événements dont les femmes sont de facto exclues, sans qu'on les accuse automatiquement d'être Bruno Retailleau, même quand il n'y a aucune condamnation de la casse-pillage et une condamnation explicite de la répression policière. L'antiféminisme à son prime, c'est bien. Alors, je sais pas qui est antiféminisme, mais moi j'ai l'impression que les personnes qui ont adressé des critiques à cette vision de la classe d'hommes comme homogène, en faisant fi des conflits de classe et de race qui se jouaient aussi hier soir, sont aussi des féministes. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'arrête pas de mettre en avant l'intersectionnalité. Et en fait, à travers le mot intersectionnalité, vous savez que j'ai du mal avec ça, mais en fait, on n'arrête pas de mettre en avant l'idée qu'il faut articuler toutes les oppressions et voir comment ça se joue différemment selon le contexte, selon les personnes en présence. Et ben, on le fait pas avec les gars de quartier populaire. On veut dire, ces féministes-là, celles-là, qui voit la fête d'hier, ne voit que des hommes en train de tout casser. Elle ne voit pas les enjeux de classe et de race qui sont en train de se jouer. C'est ça la critique. Moi, je suis totalement d'accord qu'il y a des questions de masculinisme, qu'il y a des questions de, de socialisation masculine qui amènent à occuper l'espace d'une certaine manière, mais il y a aussi des enjeux de race et de classe qui se jouent. Déjà, ce ne sont pas n'importe quels hommes qui sont venus faire la fête, ce sont beaucoup des hommes de quartier, beaucoup des hommes de classe populaire qui sont venus se réapproprier un espace qui n'était pas le leur. Et on leur fait comprendre que c'est pas leur espace. Donc déjà, il faut aussi rentrer ça dans l'analyse et voir aussi les enjeux qu'il y a eu aussi avec la police, avec Retailleau, avec l'extrême droite, qui présentent ces personnes-là, non pas comme des hommes en général, mais des hommes noirs et arabes ou des hommes de classe populaire qui sont des barbares. Il faut aussi prendre ça en compte. Donc moi, c'est pas du tout l'idée de débarrasser d'un coup de bras, d'un coup de main, de mettre un coup de balai sur les analyses féministes, mais dire qu'il faut aussi articuler avec d'autres questions. Tu vois, moi je suis pas du tout dans la conflictualité à dire vous êtes des énormes racistes, mais juste à vous dire ouais je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça qui est en jeu, madame, il y a aussi d'autres questions en jeu. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur les gauchistes qui suranalysent aussi et qui sont en mode ça c'est la révolution, ça c'est le grand soir. Non, faut pas non plus abuser, quoi. Même moi, j'ai fait une vanne, genre, tu sais, quand ils étaient en train de redistribuer les trucs à Franprix. Je veux dire, on n'est pas devant des communistes, hein. Ne croyez pas ça, hein. Faut pas non plus suranalyser et croire qu'on a une bande de gauchistes prêts à faire la révolution socialiste. C'est pas du tout le cas, hein. Moi, ça m'a juste amusé pour énerver les fachos, mais on est très loin de ça, quoi. Je veux dire, la majorité des gens ne sont pas des communistes en puissance qui n'attendent que le grand soir pour faire la révolution. On est très loin de ça, hein. En fait, le sujet à voir, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait ça au nom du communisme, du socialisme, de la gauche ou que sais-je, qu'il n'y a pas des choses intéressantes à voir là-dedans. Que c'est pas aussi, qu'il n'y a pas aussi du proto-politique, qu'il n'y a pas aussi des enjeux qui sont là, qu'il n'y a pas aussi, une expression qu'on peut politiser. Et l'exemple de tout ça, c'est les émeutes de 2005. Les émeutes de 2005 se sont pas du tout exprimées à partir d'un paradigme de slogans de gauche, et c'est pour ça que la gauche ne s'est pas du tout alignée dessus, mais il y a quand même des choses qui sont en jeu. Et je pense que notamment les affrontements avec la police, l'expression d'un ras-le-bol, je pense qu'il y a ça aussi qui est en jeu. Et la police aussi attendait de casser du noir et de l'arabe, quoi. Les seuls discours sur le genre acceptables, maintenant, c'est ceux qui sont tenus par des hommes ou leurs paillassons. Je sais pas lesquels. Elle parle de quels hommes. Ah, c'est nous. Ah, d'accord. Ah, merde. J'ai quand même l'impression d'être plutôt compréhensive avec son propos, non? Moi, je comprends aussi que t'as certaines féministes, ça leur casse les couilles de voir ça, je comprends. Et je suis pas du tout en mode conflictualité directe, en mode vous êtes des racistes. Là, je suis vraiment en échange, quoi. Je suis en échange en disant, oui, moi, je comprends ton analyse, il y a effectivement des choses à dire sur la masculinité là-dedans, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Sur les masculinités subalternes, le fémonationalisme, c'est quoi le problème sur les masculinités subalternes et le fémonationalisme? Pourquoi il faudrait pas en parler? C'est littéralement une diabolisation de tout discours féministe auquel on assiste depuis quelques années. Non, mais là, Duolingo, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que plutôt ces critiques qu'on adresse à certaines féministes, c'est pas dans une logique anti-féministe. C'est dans une logique plutôt de voir, de pas cacher,
comment dire, les points de conflictualité qu'il peut y avoir entre un certain discours antiraciste et un certain discours féministe, de pas cacher cette conflictualité, de plutôt les afficher et d'entrer dans un échange, dans un dialogue qui peut être conflictuel, hein. On peut se mettre un petit peu sur la gueule, il n'y a pas de souci, hein, mais qui peut être conflictuel pour essayer d'en sortir, d'être dans un truc un peu dialectique. On a deux oppositions sur ça, on a deux regards différents. Comment on peut les concilier? Et je pense que, moi, ce que je fais, c'est de prendre en compte les critiques de certaines féministes matérialistes avec l'idée de classe d'hommes que moi je n'aime pas, mais que je comprends quand même l'analyse parce que j'ai beaucoup lu Delphi. Là, je suis en train de lire aussi ça. Attendez, je vous amène très vite. La combinatoire straight de Jules Falquet, et c'est vraiment très très cool. Elle étudie le lien entre colonialisme, entre genre, entre race, genre et classe. Elle montre comme ça comment tout ça existe depuis le départ. Et comment aussi le colonialisme a créé l'hétérosexisme et a créé la distinction vraiment claire entre deux classes qu'elle va créer, hommes et femmes. Et elle est très basée sur, elle tire beaucoup des analyses de féministes matérialistes, notamment Witting ou comment elle s'appelle, Colette Guillaumin. Donc moi, autant j'ai un peu du mal avec le concept de classe d'hommes, autant je comprends que dans certaines analyses, sur certains sujets, et notamment dans certaines analyses féministes, il y a du sens. Il y a du sens, je comprends, et ça permet aussi d'éclaircir certaines choses. Donc moi, je suis pas du tout dans une conflictualité, dans un truc anti-féministe. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui ont été développées par des féministes matérialistes, mais je pense qu'il y a quand même des points aveugles, comme dans tout domaine, il y a des points aveugles quand tu prends certains points en compte. Donc moi, j'en suis qu'à la page 150, il y a presque 400 pages, mais pour l'instant, c'est très très cool, aux éditions Amsterdam, donc n'hésitez pas à aller le lire, vraiment, c'est bien, vous allez apprendre plein de choses. D'ailleurs, il y a un truc parfois que je trouve que c'est injuste envers Ouria, parce qu'ils font croire que Ouria pardonne tout aux hommes noirs et arabes, et Ouria nie la violence des hommes noirs et arabes, alors qu'il suffit de lire Ouria pour voir qu'elle considère les hommes noirs et arabes comme les autres hommes, c'est-à-dire des gens violents, et violents à l'égard notamment des femmes, quoi, et de leurs femmes. Et à aucun moment, Ouria nie la violence des hommes noirs et arabes à l'égard des femmes de leur milieu, à aucun moment. Et elle parle même, et tout son truc, c'est de dire, mais vous vous rendez compte, les hommes noirs et arabes sont ingrats, parce qu'ils nous mettent face à des choix qui sont horribles, parce qu'ils sont violents avec nous, mais en même temps, ils sont victimes de l'État et de la police. Et nous, on comprend que, effectivement, il y a la question du patriarcat et tout qui joue en jeu, mais que ces violences des noirs et des arabes à l'égard des femmes noirs et arabes sont démultipliés aussi par la violence qu'ils subissent de la part de l'État, et que, in fine, la violence de la police à l'égard des hommes et des hommes noirs et arabes, eh ben, ils la refont encore plus sur nous, et que l'une des solutions pour stopper cette violence, c'est notamment de lutter contre le racisme. Donc voilà, et moi je trouve totalement injuste de faire croire que Ouria nie totalement la violence des hommes noirs et arabes, même pire, pardonne la violence des Noirs et des Arabes, c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Il y a aussi un truc qui m'amuse un peu sur la violence des hommes, j'ai envie de dire, et surtout de la part de féministes en Occident, j'ai envie de dire, oui, d'accord, moi, il n'y a pas de souci. Alors, la violence de quels hommes? Et n'oubliez pas aussi que notre standard de vie, nos conditions de vie en Occident, reposent aussi en partie sur la violence des hommes occidentaux, quoi. Donc, moi, je veux bien que tu critiques la violence des hommes, mais alors, il faut critiquer l'armée. Il faut critiquer l'impérialisme français. Il faut critiquer l'armement. Je veux dire, là, si on a une belle vie, nous, les Français en France, c'est parce qu'il y a des hommes, et c'est surtout les hommes de classe populaire qui sont en première ligne, qui sont en train d'être violents dans les pays du Sud. Hein? Qui sont en train d'assurer, à travers les armes, à travers un ordre extrêmement violent, le fait que des gens travaillent pour nous. Tu vois, il ne faut pas aussi voir, il ne faut pas aussi oublier comment nous, et pas seulement les féministes, tout le monde en Occident, là, on vit sur la violence qu'exercent les hommes dans le Sud, à l'égard d'autres hommes d'ailleurs, hein. Parce que là, on a des hommes occidentaux qui viennent être violents à l'égard d'hommes du Sud. Regardez au Congo, hein, regardez juste, ce portable, c'est parce que on a des Bolloré et tout un ordre policier et militaire qui vient obliger des hommes et des femmes noirs à aller travailler dans des mines. Tu vois, et c'est là où parfois la classe homme, comme un truc homogène, mais il y a des choses à revoir. Et comment aussi notre style de vie, notre standard de vie, c'est bien gentil de parler des hommes quand ils cassent des trucs dans Paris, mais comment tout l'ordre global est assuré, et notamment les privilèges qu'on en tire, les énormes privilèges qu'on en tire de par notre style de vie, est assuré par cette violence des hommes. Et aussi comment, en fait, il y a aussi une hiérarchie sur cette violence des hommes, c'est-à-dire que les hommes qui seront en première ligne, ça va être les hommes de classe populaire.
Hein, les hommes de classe bourgeoise et tout, ça va pas être ceux qui vont être armes à la main dans les tranchées et tout. C'est surtout les hommes de classe populaire. Donc c'est là où tu vois toute la complexité qu'il y a derrière. Et donc, autant je veux bien parler de classe d'hommes dans des trucs abstraits pour parler de certaines dominations et du patriarcat et tout, autant pour moi, il faut aller dans la complexité des choses et voir comment cette classe d'hommes est divisée autant sur les niveaux de classe que de race et comment ça s'articule les deux. Moi, je suis d'accord avec la question de la violence, mais alors, il faut aller au bout des idées. Et moi, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas un mouvement anti-impérialiste fort en France. Et notamment, je veux dire, moi, il y a beaucoup de féministes qui parlent de la violence des hommes et de la violence... Mais alors, pourquoi il n'y a plus... Alors que c'était le cas à l'époque, hein. Mais pourquoi il n'y a pas un mouvement antimilitariste fort? C'est une dinguerie. Est-ce que c'est pas l'exception suprême de cette violence? Pour faire des tweets sur les fêtes populaires hier, il y en a, hein. Mais sur ça, je suis halluciné. Le soupçon qui pèse sur des femmes qui ouvrent des discussions qui sont légitimes et qui devraient être possibles à gauche est juste le fruit d'un backlash nauséabond. Bah, j'espère, Duolingo, que mon intervention va dans le sens d'une... moi, je suis pas dans l'accusation directe, va dans le sens, bah, ouvrons cette discussion et discutons-en ensemble. J'espère que je vais dans ce sens-là. J'espère que tu ne vois pas ça comme une attaque... méchante et illégitime. Des femmes ont fait des tweets sur ce que les hommes sont prêts à faire pour une histoire de babal. Et voilà, je veux dire, il y a un côté aussi méprisant. C'est pas n'importe quel homme qui font à fond sur ce truc-là et qui sont allés faire la fête là-dedans et tout. Il y a quand même un mépris, quoi. Parce qu'en plus, c'est aussi du côté des bourgeois, hein. Il y a aussi un mépris du bourgeois sur ces hommes-là qui s'agitent et tout. Babal, genre, c'est des chiens, là. Mais, et en plus, moi, ce que je trouverais génial, c'est que les femmes puissent aussi participer à ces fêtes populaires, tu vois. Pour moi, l'idée, c'est de pas dire, oh, les hommes qui font la fête pour la babal. Les gens, c'est pas qu'une histoire de ballon. Faut aussi se rendre compte de ça. C'est pas qu'une histoire de ballon. Moi, je vais vous rappeler la phrase d'un ultra qui a changé ma vie quand j'étais ado et tout. C'était un ultra qui allait voir les matchs de Saint-Etienne et tout et qui me dit, tu sais, mais en plus Saint-Etienne à l'époque était nul et lui il allait voir tous les matchs et tout. Il disait, mais moi j'aime pas le foot. C'est plus qu'une histoire de foot en fait. Vous vous rendez pas compte. C'est une communion, c'est un moment de fête, de joie, de partage. Tu vois, c'est presque un prétexte. Le foot est presque un prétexte pour faire la fête. Voilà. Donc arrêtez de croire que c'est seulement le ballon et tout. Pourquoi il y a des ultras qui vont voir des clubs qui sont totalement pétés? Il y a des ultras sur des clubs des clubs de foot qui sont nuls. C'est l'histoire d'avoir... on a galéré toute la semaine à aller bosser et tout. Le samedi, on va revoir les copains. On va passer un beau moment. On va chanter. On va danser. On va faire la fête. Et voilà. Et moi, ce qui serait cool, ce serait que les femmes puissent aussi être acceptées dans ces espaces-là. C'est quand même cool un match de foot, c'est quand même cool un stade où t'as les gens qui chantent, qui veut dire, même quand tu perds, t'as les supporters qui chantent. Il y a aussi un truc de, je veux dire, il y a plein de chants, surtout en Angleterre où t'as des ultras de clubs super nuls qui ont des chants sur à quel point ils sont nuls et ils sont fiers de cette nullité. Ça fait partie de leur fierté. Tu sais, ils chambrent les supporters adverses en mode, c'est un chant très connu. T'as une équipe qui arrête pas de perdre et leur chant aux ultras c'est dire vous n'êtes pas spécial, vous n'êtes pas spécial, vous n'êtes pas spécial, on perd toutes les semaines. Tu vois, c'est marrant, vraiment, je veux dire, donc c'est au-delà du foot, c'est un moment de camaraderie, hein. C'est horrible pour les joueurs. Oui, c'est non mais il y a pas meilleur chambreur que les supporters qui perdent, quoi, ils sont incroyables. Des grands qui fétichisent chaque vitrine cassée. Moi, je suis d'accord qu'il faut pas fétichiser chaque vitrine cassée. Après, je suis quand même content de voir qu'il y a des gens qui cassent une vitrine de Franprix et qui distribuent la nourriture. Moi, je pense pas à ça, qu'ils font ça au nom du communisme. Je pense que même la plupart, ça serait plutôt au nom du partage. Voilà, allez, tenez, prenez ça, allez. Mais il y a pas le truc de communisme, mais ça fait quand même plaisir. Donc voilà, c'est autre chose que du foot et il faudrait que tout le monde le partage, quoi. Donc il faudrait féminiser les émeutes. Une vraie féministe dirait il faut féminiser les émeutes. Je suis désolé, j'ai dit une vraie féministe. Je m'excuse. C'est pas à moi de dire qui est une vraie féministe ou qui est une fausse féministe. Je suis obligé de m'excuser. Je suis un rebeu qui parle de féminisme et qui parle de masculinité. Déjà, le soupçon, il est au degré 1000. Je suis obligé de m'excuser plein de fois, quoi. Des femmes qui ont fait des tweets, fémonationalisme, classiste, raciste. Bah, le mot raciste est peut-être un peu fort, mais parfois je pense qu'il y a un aveuglement sur la question raciale et sur la question de classe. Je pense que parfois c'est un peu fort. Alors, il y en a certaines qui méritent, hein. Il y en a certaines qui méritent le truc de t'es une raciste. Mais pour d'autres, ça serait plus un aveuglement, un manque de prise en compte de ces questions-là, tu vois. Comme à côté, vous pouvez aussi accuser les autres d'être un peu misogynes, d'avoir un aveuglement sur la question de la masculinité et tout, tu vois. C'est le jeu, ma sœur, c'est le jeu.
Un peu de finesse dans votre misogynie, s'il vous plaît. Bah voilà. Ouais. Pareil, les discours sur les méchantes femmes qui font des tweets rabat-joie, c'est ça la violence en question, qui viendraient critiquer des moments de liesse populaire. Donc elles sont de facto exclues. Lol, vous vous attendez à quoi? Bah après, il y a quand même la présence de femmes, et je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de participer à ces fêtes, mais les femmes n'étaient pas de facto exclues. Il y a eu quand même des femmes qui ont participé à ça, même si oui, c'est plus difficile et plus dangereux pour elles. Après, moi j'ai une question, c'est que dans ces liesses populaires hier, qui était le plus en danger entre un homme rebeu et une femme? C'est un vrai sujet. Je pense que c'était dangereux pour une femme par rapport aux autres hommes, mais je pense que c'est aussi dangereux pour des hommes noirs et arabes dans ces liesses-là, par rapport aux flics, par rapport à l'État et tout. Il y a aussi la question de l'occupation de l'espace. Et là, je suis d'accord avec beaucoup de féministes en mode, l'occupation de l'espace, il est beaucoup plus difficile quand t'es une femme que quand t'es un homme. Mais là où je mettrais une bémol, c'est quand tu es homme, noir ou arabe, dans certains quartiers, dans certains territoires, surtout dans le centre-ville de Paris, surtout sur les Champs-Élysées, bah c'est difficile pour les mecs, noirs et arabes. De par le contrôle policier. T'es pas à ta place. Moi, je ne nie pas le fait que c'est beaucoup plus facile pour un homme d'occuper l'espace, mais il y a certains contextes, c'est un peu plus complexe. Je suis pas fondamentalement en désaccord avec vous, mais qu'il faut complexifier. Qu'il faut articuler la chose. Que la classe d'hommes, comme une classe solidaire, elle a une part de vérité. Elle a une part de vérité dans le patriarcat. Elle a une part de vérité où on voit qu'il y a des solidarités qui peuvent se créer entre hommes pour dominer. Même entre hommes noirs et arabes et avec des blancs. Parfois, ça existe. Hein, pour être sexiste, c'est ce qu'a essayé de faire Soral. Soral, ça a été le projet de rallier les hommes noirs, arabes et blancs dans un projet fondamentalement masculiniste, fasciste, antisémite et tout. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et j'ai plus l'impression qu'il y a vraiment une rupture, une coupure et une conflictualité entre les hommes, de plus en plus, entre les hommes noirs et arabes et entre les hommes blancs et de classe moyenne et de classe supérieure. Et qu'on nous fasse passer pour simplement populaire des trucs qui sont éminemment masculins. Oui, mais c'est pas antinomique. Ça peut être populaire et masculin. Effectivement, c'était majoritairement masculin, mais ça n'enlève pas le fait que c'était aussi populaire. Des hommes de classe populaire. Mais parce qu'il faut juste avoir été une meuf qui essaye de s'intégrer à ces événements pour savoir que t'en es de suite rejeté. Alors moi, encore une fois, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de féminisation de ces espaces-là. Faudrait peut-être donner la parole aussi à des femmes qui s'intéressent à ça, qui vont dans les matchs de foot, qui vont dans les... c'est très masculiniste, mais c'est en train de se féminiser. Je suis d'accord pour accepter la balle de c'est très machiste. Ok, y a pas de souci. J'aime beaucoup Lisa Zimouche qui fait du foot freestyle et tout, et je pense qu'elle joue beaucoup pour démocratiser le foot féminin, Lisa Zimouche. Are you ready for this? Ah ouais, elle était super jeune là. Ah ouais, il y a 8 ans, parce que moi je regarde les trucs de maintenant. Et Lisa Zimouche, elle fait 10 fois plus, 100 fois plus pour féminiser le foot et rendre les femmes acceptables dans le foot que les tweets de certaines féministes. Hein. Ça c'est de la lutte. Lisa Zimouche, elle joue au foot et c'est une grosse féministe, quoi. Mais même pas en disant je suis féministe, en faisant ça, en mettant des petits ponts à des mecs. Ça fait partie de ces personnes qui démocratisent la présence des femmes sur le foot et c'est très bien, c'est très positif. On a de plus en plus de diffusion de foot féminin. Et alors, malheureusement, les femmes n'ont pas encore le même niveau que les hommes au foot. Mais c'est normal. Si les femmes n'ont pas encore le même niveau que les hommes au foot, c'est pas parce que les femmes sont moins faites pour le foot, c'est juste parce que c'est beaucoup moins démocratisé. Il y a beaucoup moins de femmes qui jouent au foot, c'est beaucoup moins développé. Il y a les centres de formation sont beaucoup moins performants. Donc déjà, vu que tu as beaucoup moins de filles qui jouent au foot, tu as beaucoup moins de grands talents qui émergent. Et donc, forcément, tu vois, plus tu vas avoir de filles qui jouent au foot, plus tu vas avoir des gens qui sont vraiment très très forts, tu vois. Et aussi, plus tu vas développer les structures. Donc, effectivement, là, pour l'instant, les filles sont moins, le foot féminin est moins spectaculaire que le foot masculin, mais il y a une évolution positive et c'est en train de se démocratiser. Donc, plutôt que de mépriser le foot et ce sport populaire, moi, je pense que l'un des moyens de régler ça, c'est de démocratiser la féminisation du foot et qu'elle soit aussi acceptable autant sur le terrain que dans les tribunes, quoi. 60 ans de professionnalisation de retard, effectivement. Tu donnes un peu plus d'argent aux structures, tu diffuses un match par-ci par-là, comme ce qui est en train de se faire, hein. À l'UNFP, les gens, moi je trouve que la FFF s'en occupe un peu mieux. À l'UNFP, maintenant, t'as aussi le football féminin qui est primé, qui est mis en avant. T'as des extraits de foot, t'as des matchs parfois qui sont diffusés. Faut pas forcer le truc aussi parce que ça va provoquer de la réactance. Sauf que si tu le fais petit à petit, en donnant beaucoup plus d'argent aux structures et en diffusant petit à petit,
bah les gens vont être forcés de regarder. Parce qu'ils vont se dire, bah en fait, elles sont fortes aussi. Si tu dis aux gens de regarder juste pour regarder parce que c'est des femmes, ils vont pas regarder. Mais alors, mais plutôt, si tu élèves le niveau en améliorant les structures, les gens vont regarder parce qu'ils aiment regarder du foot. Après, prendre le foot pro masculin comme modèle, ça peut être discuté aussi. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que c'est vraiment le modèle qu'on devrait avoir comme exemple? Mais en même temps, tu peux pas refuser au football féminin d'avoir aussi ce modèle-là, quoi. C'est normal. Pourquoi elle devrait pas en profiter? Pourquoi elle devrait avoir un modèle plus communiste, socialiste ouais, c'est ça le gros problème. Moi, il faudrait déjà faire une critique du football business. Et vous savez qui fait une critique du football business? Les ultras. Les ultras là, ceux que vous méprisez. Ceux qui développent une meilleure critique du foot spectacle, du foot business, et qui sont le plus dans le foot populaire, ce sont les ultras. Et notamment parce que à cause du foot business, les maillots de foot sont à 150 €, les places elles sont à 75 €. Donc voilà quoi. Voilà. Et il faut pas mépriser les ultras quoi. Mais vive le foot populaire, vive la féminisation du sport quoi. Moi j'aimerais que les femmes puissent participer à ces liesses populaires au même titre que les hommes.